Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, la Chine est sous l'eau. Des pluies torrentielles ont frappé la Chine avec une superficie équivalente de 3, même 4 France. Ces intempéries ont frappé très fort, plusieurs dizaines de millions de personnes évacuées de leur maison. Les pertes, les dégâts matériels sont évalués à plusieurs centaines de milliards de yuan. Alors, pourquoi la Chine est toujours frappée par ces catastrophes naturelles et comment la population chinoise font en face ces tragédies? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, mieux informer avec mes deux invités, Ding Yifan, politologue, et Wang Hua, ancien diplomate. Bon, avant de commencer, je vous invite à regarder un reportage sur ces inondations. Fortement influencée par le phénomène El Niño, la Chine est touchée depuis le début de l'été par des pluies abondantes. C'est d'abord le centre et le sud de la Chine qui ont été victimes de sévères inondations. Les pluies diluviennes ont fait augmenter le niveau des eaux du cours supérieur du Yangtze et les eaux de l'immense lac Taïrou, non loin de Shanghai, ont grimpé à leur plus haut niveau depuis 1954. Du 18 au 20 juillet, des pluies diluviennes se sont cette fois abattues sur le nord de la Chine et la région du Huanghuai. Du 19 au 25 juillet, les précipitations dans le nord du pays ont atteint 125,4 mm, soit 92,4% du taux annuel de précipitation en seulement quelques jours. Les villes ont été gravement touchées. Rues transformées en torrents, voitures submergées, circulation bouchée avec de nombreux morts et blessés. Des inondations qui ont successivement touché des villes comme Wuhan et Nanjing, le long du Yangtze, la ville de Tianjin, la ville de Taiyuan, capitale du Shanxi, Shenyang dans le Liaoning ou encore Xi'an dans le Shaanxi. D'après les chiffres du ministère des Affaires civiles, à la fin du mois de juillet, presque 137 millions de Chinois avaient été touchés par les inondations, 1074 personnes avaient perdu la vie et les pertes financières s'élevaient à plus de 298 milliards de yuan. Voilà, aujourd'hui mes deux invités, surtout M. Wang Hua. Vous êtes un ancien diplomate, vous connaissez très bien la France et la Chine, vous êtes biculturel, surtout vous êtes lauréat de 50 personnalités qui ont contribué à la relation franco-chinoise à l'anniversaire des 50 ans de relation entre nos deux pays. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Et Ding Yifan, vous connaissez déjà, il est un habitué de notre plateau, il est politologue et économiste. Il est auteur de plusieurs ouvrages, le dernier d'ailleurs sur le système de la démocratie, on connaît un franc succès. Voilà, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors la température, la Chine est frappée par des orages qui sont transformés la Chine comme une énorme piscine. Des images ont frappé, hein, c'est plusieurs villes comme Wuhan, comme Nankin, comme Xi'an. On dirait que la Chine a construit plusieurs Venise à Orient. Bon, c'est pourquoi ces intempéries tellement souvent frappé notre pays. Et quelles sont les dernières nouvelles? Est-ce que vous pouvez nous en parler de plus, M. Wang? Oui, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, si on se rappelle de l'histoire du début du monde, l'homme a toujours lutté contre deux fléaux, Oui. le feu et l'eau. Oui. Or, le problème aujourd'hui, à l'heure du jour, c'est l'eau. Oui. L'eau déborde de partout, non seulement en Chine, en Europe, en France notamment. Et cela est un phénomène nouveau. Et je pense qu'il est intéressant d'analyser ce phénomène. Pourquoi cette année, il y a eu tant de dégâts des eaux partout dans le monde? Et En fait, je pense que je partage complètement son analyse. C'est-à-dire que le monde est toujours plus ou moins harcelé par ces deux phénomènes. Et les eaux viennent dans l'histoire de Chine et dans l'histoire de l'Europe aussi. Les inondations ont marqué la civilisation humaine.
Dans la Bible, il y avait aussi l'histoire de Noah, et dans la création de ce qu'on appelle de l'identité chinoise, il y a aussi le premier empereur qui avait réussi à lutter contre le roi. C'est profondément enraciné dans notre civilisation. Mais je pense que le phénomène récent est que, avec ce qu'on appelle le changement climatique, etc., les inondations deviennent plus fréquentes. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le passé, il y a périodiquement des inondations, etc. en Chine, mais de plus en plus, ce phénomène est devenu récurrent. Mais ce qui nous frappe le plus, c'est cette fois-ci, c'est comme il y a quelques années aussi, même les villes sont inondées. Hein. Pékin, surtout Wuhan, que beaucoup de Français connaissent, Wuhan, parce qu'il y a la coopération entre Wuhan et Citroën, je crois. Mais pourquoi les villes sont inondées aussi? C'est leur système de, comment dirais-je... Irrigation et d'évacuation de l'eau, etc. Hein? Il y a un petit problème. À Wuhan, il paraît que c'est un problème aussi plus ou moins créé artificiellement. C'est-à-dire qu'à Wuhan, il y avait un grand lac, bien sûr, le lac de l'Est, qui est pratiquement combien 8 fois ou 10 fois le lac de l'Ouest. Oui. Donc c'est un très grand lac qui absorbe beaucoup d'eau. À part ça, à Wuhan, il y avait différents étangs, c'était partout. Il y avait de petits lacs et des étangs. Il y avait un système d'eau très compliqué. Mais depuis un certain nombre d'années, tout récemment, les promoteurs immobiliers ont fait construire des zones d'habitation nouvelles, etc. Et ça a complètement perturbé le réseau d'évacuation d'eau naturelle de la ville. C'est parce qu'on a concentré trop de gens dans une même ville? La ville est trop grande? C'est-à-dire que les petits étangs, les petits lacs ont été quelquefois poltérés, c'est-à-dire qu'on les a complètement remplis pour faire de nouvelles zones d'habitation. Oui. Donc maintenant, quand il y a des inondations, il n'y a plus de place pour évacuer l'eau. Mais on a construit un énorme barrage très connu, le barrage de Trois-Gorges. Wuhan est justement au bord du fleuve Yangtze. Bon, pourquoi le barrage de Trois-Gorges? Oui, mais sans le barrage, Wuhan serait probablement affecté plus sérieusement. Encore plus. Avec le barrage, oui. D'accord, c'est-à-dire sans barrage, Wuhan serait encore plus d'eau. Il y aurait plus d'eau sur la ville de Wuhan. Bon, mais ce qui impressionne nous aussi, les Chinois qui ont un mémoire sur ces inondations, je crois, durant des années 90, durant des années 60, et surtout durant des années 30 du siècle dernier, chaque fois lorsqu'il y a des inondations de telle ampleur, il y a toujours centaines de milliers de morts. Et cette fois-ci, la perte humaine est très importante. Mais en comparaison avec le passé, apparemment, la perte humaine est très limitée. Je pense qu'il y a aussi un problème d'expérience, de bilan qu'on a tiré des inondations des années passées et qu'effectivement, on améliore la sécurité civile dans toutes les villes. Par exemple, en France, je prends l'exemple de la France. Cette fois-ci, en même temps que les inondations de la Chine, il y a eu presque en même temps de graves inondations en France et notamment à Paris. Et beaucoup, à part Paris, d'autres villes. La Seine a beaucoup monté. Voilà, la Seine est sortie de son lit, comme on dit. Oui, d'accord. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on fait un bilan de cette inondation qui a duré presque 3 semaines, même plus, il n'y a eu que 4 morts en France et 24 blessés. C'est très peu, vu de l'étendue. Mais le problème, je crois que les conditions de sauvetage et de préparation à l'évacuation ont été améliorées par rapport à d'autres inondations précédentes. Et on peut comparer l'inondation à Paris et l'inondation actuellement en Chine? Oui et non. Bon, de toute façon, la matière, c'est l'eau. Partout, c'est de l'eau. Mais je trouve que par rapport à la Chine, l'eau du fleuve jaune, du Yangtze ou autre, est beaucoup plus tumultueux que les rivières et les fleuves français. La Seine coule, mais calmement. Les autres fleuves de France aussi,
les rivières sont des rivières très calmes. Sous le pont de Mirabeau, Voilà, coule la Seine. oui, voilà. Il y a des chansons qui louent effectivement les fleuves, la Seine, à Paris, sous la Seine et autres. Effectivement, mais le problème, c'est que lorsque la Seine sort de son lit, elle a son caractère. Et ça, c'est que personne n'avait pensé que cette année, l'inondation aurait été si grande. Oui. Les Français se rappellent toujours de l'inondation de Paris de 1907. Oui. Où la Seine a complètement débordé et envahi les rues de Paris. Oui, on voit ça par les cartes postales, par les documentaires. Or, cette année, le problème, ça a été un phénomène dont, je dirais, certains Français, surtout ceux qui ne sont pas directement concernés par l'inondation, ont dit « Alors, ça sort ou ça ne sort pas ? On voudrait quand même voir comment c'était la vue de 1907. Naturellement, je pense que ça, ce sont des badauds et des personnes qui veulent voir... comme on est en anglais, le sightseeing, pour dire « Ah, j'ai vu cela ». On a vu trop de films de catastrophes. Voilà, mais le problème, c'est qu'effectivement, pour les personnes qui vivent en France ou autres, ça a été un moment très, très intentionné et tout le monde vraiment scrutait les informations du matin, l'évolution de la montée des eaux de Paris. Et comme vous avez tous en France, vous savez que sous le pont de l'Alma, il y a une statue qu'on appelle le zouave, qu'on appelle aujourd'hui le zouave du pont de l'Alma. Or, le zouave, en français, c'est un tirailleur français qui a été formé en Algérie dans les années 1830. Et donc, la hauteur, c'est un personnage assez grand. Et chaque fois que la Seine monte, on voit à quelle hauteur il est sur la structure. Voilà. Et alors cette année, je pense que même en Chine, on a vu cela, le zouave a eu l'eau jusqu'à la poitrine. Oui. D'accord, ça ressemble à Wuhan, il a une statue complètement inondée jusqu'au... C'est un peu le baromètre, si on veut. Mais ça, c'est la Seine qui déborde. Mais en Chine, cette fois-ci, c'est des orages. Apparemment, des orages qui passent du sud, de Shanghai, et puis au centre, et puis à Pékin. Maintenant, c'est à Xi'an. C'est impensable et c'est vraiment lié au changement climatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais dans le passé, il y a eu aussi ce genre d'orage qui frappe la Chine du nord au sud, du sud au nord plutôt. En 98, il y a eu aussi des orages qui a provoqué des inondations un peu partout, au nord comme au sud. Cela avait provoqué des inondations du fleuve Yangtze, mais aussi du fleuve Heilong. Non, de Heilongjiang en particulier. J'ai vécu 20 ans en France. En comparaison avec la Chine, la France, vraiment, la température, le climat, la nature est vraiment calme. Hein, la Chine est souvent frappée soit par l'inondation, soit par sécheresse, soit par d'autres tremblements de terre, etc. Pourquoi la Chine est toujours frappée par la catastrophe naturelle? C'est vraiment une terre maudite? Non. Non, on ne peut pas dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais le problème, il faut voir surtout l'étendue de la Chine. Oui. Si on compare la Chine et la France, comme vous l'avez dit au début, ça fait la Chine, c'est 18 fois la France. Je me rappelle toujours, lorsque j'étais en poste à Paris, je disais à un diplomate ou à des Français, j'ai dit, vous savez, monsieur, en Chine, nous avons 18 fois M. Raymond Barre comme Premier ministre. Oh non, un seul suffit pour nous, pas 18. On voyait sa tendance politique. Mais c'était pour montrer quand même l'étendue. Donc la Chine, tout le monde sait que tous les années, il y a soit des tremblements de terre, soit de la sécheresse, soit des inondations. C'est devenu une chose un peu récurrente. Il y a le typhon aussi. Et le typhon, encore plus, voilà. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes ici, il y a dans le sud de la Chine une chaleur intense qui atteint à Shanghai, je crois hier, c'était plus de 40 degrés. Plus de 40 degrés. Certains disent la température de la Terre atteint 60 degrés. Tout à fait. Après l'inondation, c'est la chaleur, là. Oui. Comment peut-on cette sorte de changement climatique, auparavant, ce n'était pas si grave quand même. Il y a aussi de la température si haute dans le passé, en Chine?
En Chine, non, mais dans le monde actuellement, comme vous le savez, on met l'accent sur ce problème de changement de climat dans le monde. Comme vous le savez, au pôle Nord, les glaciers commencent à fondre énormément. Et c'est pour cela que... le réchauffement climatique. Voilà. Et donc, l'année dernière, à Paris, il y a eu cette fameuse conférence internationale du COP21, où tout le monde a essayé de marcher au même pas pour pouvoir régler ce problème, d'abaisser la température dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas aussi facile que cela, vous savez. À mon avis, sur le papier, c'est le papier, mais dans la réalité appliquée, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Alors, lutter contre l'inondation est toujours une tâche très importante pour l'humanité. Alors, je me rappelle que lorsque la Chine construit le barrage de Trois-Gorges, il y avait des polémiques, non seulement en Chine, mais dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on peut prouver que le barrage est nécessaire et sert à quelque chose. Le barrage, je ne sais pas si le barrage est nécessaire. En tout cas, le barrage présente un certain nombre d'avantages dans la prévention des inondations ou aussi dans la protection des zones en aval du fleuve Yangtze, parce que ça a fait dévier une partie d'eau vers d'autres rivières, vers d'autres fleuves, qui allège un peu la pression d'eau sur la zone en aval du fleuve Yangtze. Et devant une telle catastrophe, comment réagissent les hommes? C'est un sujet aussi souvent évoqué non seulement par des sociologues, mais aussi des romanciers, des poètes, etc. Alors cette fois-ci, Monsieur Wang, vous avez passé de l'inondation de Paris à l'inondation de Chine. Et comment voyez-vous, comment analysez-vous les attitudes de la population face à cette catastrophe naturelle, des Français, des Chinois? Écoutez, effectivement, c'est un problème à l'ordre du jour. Et je pourrais vous citer un peu comment a réagi la population française vis-à-vis de cette inondation de cette année. Or, vous savez que pour les Français, personne n'avait prévu qu'en 2016, il y aurait une si grande inondation en France, à Paris surtout. Et là, la plupart des réactions des Français que j'ai côtoyés ont dit « Oui, effectivement, c'est la nature, c'est le ciel qui est mécontent. » Et ils n'accusent pas le gouvernement de ne pas préparer, ne pas... Non, pas encore, mais il y a dans leurs idées, dans leur expression aussi beaucoup de questions qu'ils se posent. Est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses, de catastrophes en France, notamment dans Paris, puisque la Seine est un fleuve très calme. Est-ce qu'on peut dompter la Seine? Parce que tous les ans, plus ou moins, il y a des débordements des eaux de la Seine. Donc les rives, les berges, vous qui avez été en France, les berges de la rive droite où circulaient d'habitude les voitures ne peuvent plus circuler parce que l'eau est montée de quelques centimètres. Paris-Plage, ça devient plage. Aujourd'hui, naturellement, c'est rétabli, mais il y a un mois, il n'y avait pas de Paris-Plage du tout. Donc le problème de cette année, pourquoi ça a mis un peu l'accent dans le sentiment des Parisiens et des Français, c'est que l'influence a été trop grande cette fois-ci. Non seulement l'eau est montée, et ensuite beaucoup d'infrastructures ont dû être canalisées ou fermées. Ça a gêné le RER-C qui traverse le long de la berge rive gauche, ça a influencé le musée d'Orsay, ça a influencé même la Tour Eiffel qui a été fermée quelques jours. Il est très haut, hein, et oui, mais parce que les sous-sols étaient implantés sous la Seine, donc il y a beaucoup de choses. Sur la rive droite, le Louvre, le Grand Palais, le Petit Palais, donc beaucoup de choses. Et effectivement, pour les touristes, et notamment les touristes chinois, qui ont été très déçus, ils n'ont pas pu prendre le bateau. Voilà. Ils n'ont pas pu prendre le bateau de croisière, bateau mouche et bateau parisien ou autre, pour voir Paris, vu de la Seine. Et les voitures sont inondées aussi. Et voilà, donc embouteillage dans les rues adjacentes et autres. Donc ça a créé un mécontentement général, disons, des Parisiens. Alors le problème, d'où vient ce problème? Parce que moi, vivant en France, j'ai déjà demandé dans le passé, même il y a 10 ans, même 20 ans, j'ai posé cette question, mais est-ce qu'on peut endiguer ce problème tous les ans? Parce que tous les ans, c'est récurrent, nous avons toujours ce genre de choses. Est-ce qu'on peut faire des barrages ou des réservoirs pour écouler l'eau petit à petit? On m'a donné une réponse qui est encore valable aujourd'hui,
On a dit non, monsieur Wang. Vous savez, lorsqu'on fait un barrage, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut une ratification, il faut un référendum, il faut être ratifié par les entités. Oui, de la mairie, de la maire, la région, le gouvernement. Et ensuite, l'argent. D'où vient l'argent? Nous n'avons pas d'argent. Donc le problème, il m'a répondu, cette personne qui est bien placée, me disait, il vaut mieux pour nous, tous les ans, payer des indemnités aux particuliers qui sont inondés que de construire des barrages qui ne servent pas tous les ans. Bon, ça s'appelle la démocratie et le capitalisme. Voilà, exact. Il y a un peu trop de démocratie, je pense. Bon, mais quand même, c'est indemnité des inondés, il y a des assurances. Et effectivement, ce n'est pas le gouvernement qui donne l'argent. Et en Chine, est-ce que ce système d'assurance se sont développés aussi, par exemple, les inondés, les sinistrés? Comment peut-ils reconstruire leur maison, leur... Oh, il y a toutes sortes de manières de faire ce genre de choses. La reconstruction des zones sinistrées, etc., dépend d'abord des sociétés d'assurance. Aujourd'hui, les paysans, les agriculteurs sont assurés pour ce genre de calamité naturelle. En plus, à tous les niveaux, les gouvernements locaux sont responsables de la reconstruction de la campagne, des villes, etc. C'est le gouvernement qui reconstruit qui fait reconstruire les villages, etc. Bien sûr, le gouvernement central subventionne ce genre de travaux. Pékin va donner de l'argent pour la reconstruction de ces zones sinistrées. Et on voit hein, la perte matérielle, l'argent, hein, c'est très important. C'est à l'ordre de plusieurs centaines de milliards de yuan, on dit. Hein, alors, est-ce que ça va affecter l'économie chinoise, la croissance chinoise? La croissance chinoise cette année, des 2 premiers semestres, on a vu, ce n'est pas très idéal. Hein, est-ce qu'à la fin de l'année, on peut atteindre 6, même 7... Les objectifs de croissance? Oui. Je pense que, en fait, oui. Je pense que parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des calamités naturelles. Ça crée aussi des besoins? C'est ça. On a plus de chances d'atteindre l'objectif que le contraire. Parce qu'il faut comprendre les manières dont on calcule le PIB. On ne prend pas en compte les pertes. On ne prend pas en compte les pertes. Mais comme il y a des pertes, il y a plus de besoins de reconstruction. Du Donc coup, on ça crée plus de demandes, ça crée plus d'opportunités d'investissement. Donc du coup, je pense qu'il y a plus de chances. Bon. Oui. Donc on dit qu'une mauvaise chose peut devenir une bonne chose. Oui, à la fin. Toutes les médailles à son revers. Bon. Et après l'inondation, tout à l'heure vous avez dit, c'est la chaleur actuellement. En dehors de ce studio, Pékin fait très chaud, hein, c'est 39 degrés, certains endroits 40 degrés au sud, à Canton, à Shanghai. Est-ce que cette chaleur va nous causer d'autres problèmes, Monsieur Wang? Vous me demandez sur la population chinoise ou la population française? Chinoise. Oui. Je crois qu'à Paris, il fait froid, non? Il fait un climat estival, disons. Ouais, voilà. 25-26 degrés. Voilà. Les Parisiens, les Français sont contents pour le moment. Donc 15 15 degrés de moins oui. de Pékin. Mais je pense que pour la population chinoise, elle est aguerrie déjà à ce genre de chaleur. Parce qu'en été, lorsque chaque fois je reviens à Pékin, je trouve toujours que la température était aux environs de 31-32 degrés. Le problème, c'est cette année, effectivement, la vague de chaleur du sud de la Chine méridionale, elle est très importante. Et là, naturellement, il faut prendre des mesures. Mais personnellement, je trouve que la population chinoise a un esprit combatif. Parce qu'en fait, c'est un combat contre la nature. On ne peut pas dire il fait trop chaud, je reste à la maison, je ne fais rien. Je pense que ce n'est pas le but du peuple chinois. Parce que le peuple chinois, aujourd'hui, dans chaque esprit du chinois, à mon avis, j'espère, ils ont un rêve. Hein, le rêve chinois. Donc tout le monde veut atteindre un but. Alors ça, j'espère que ça pousse quand même, malgré les difficultés qui l'environnent, ça donne un esprit de combatif.
Donc, l'inondation peut faire même, au contraire, faire la croissance plus importante. Et la chaleur, alors, est-ce que la chaleur pourra transformer en une bonne nouvelle pour la croissance chinoise? Par nature, la chaleur en soi ne crée pas d'opportunité, mais ça crée des demandes. On utilise plus d'air conditionnel, alors on c'est utilise ça, plus climatisation, etc., ça crée plus de demandes. Je pense que dans ce domaine, l'industrie chinoise est sans doute la plus développée en matière de production des climatisateurs, etc. Même du point de vue de technologie, des producteurs chinois de climatisateurs ont fait des innovations importantes. Et de ce point de vue, les climatisateurs chinois sont de meilleure qualité dans le monde. Je suis d'accord avec l'analyse de M. Ting tout à l'heure sur les climatisateurs. Je pense qu'ils sont aujourd'hui en tant que numéro 1 dans la production mondiale et dans la qualité aussi. Oui. J'ai une histoire à vous raconter parce qu'il y a quelques années en France, il y a eu aussi une période de chaleur intense. 2005. Voilà, tout à fait. Il y a eu beaucoup de morts à cette milliers de morts, de vieux, des personnes âgées qui n'ont pas eu... Je crois que le ministre de Santé a été démissionné à cause de ça. Voilà, exact. Et alors, naturellement, c'est une calamité naturelle dont personne n'avait pensé. Et alors, la France et les sociétés françaises ont dit « Ah, il faut absolument que nous nous équipons d'équipements d'air conditionné, de climatiseurs et autres. » Ou acheter en Chine. Oui. Parce que la Chine est producteur, les prix sont compétitifs, donc la France a importé énormément de climatisateurs. Mais le problème, c'est que l'année suivante, la France n'a pas eu aussi chaud. Et alors que les climatisateurs sont restés dans les hangars et personne n'a voulu acheter cela. Je pense qu'aujourd'hui, il en reste encore. D'accord. Bon, c'est-à-dire la chaleur française a poussé l'économie chinoise en avance et cette fois-ci, c'est l'inverse. Et justement, face à cette sorte de catastrophe naturelle, inondation, chaleur, dans le futur peut-être tremblement de terre, etc. etc. Du point de vue scientifique, est-ce qu'on peut arriver à prévoir ces catastrophes pour éviter les pertes humaines, pertes matérielles? Dans ce domaine, la météo a fait d'énormes progrès depuis ces dernières années. Les inondations de cette année ont été prévues dès le début de l'année. Ah bon? Annoncées dès le début de l'année. C'est-à-dire depuis le début de l'année, on sait déjà que cette année, il y aura des inondations, des torrents, des orages un peu partout en Chine. Depuis, je sais pas, février-mars, ils ont annoncé que cette année, les pluies seraient à peu près au même niveau qu'en 1998. Et maintenant, les statistiques montrent que le niveau de pluie a dépassé, déjà, dans certaines régions de Chine, a dépassé l'année 1998. Donc, on peut prévoir tout de même, mais on ne peut pas prévoir exactement à quel moment, dans quelle journée, etc. Donc, ce n'est pas encore le moment. Mais c'est-à-dire le gouvernement est prêt à on peut prévoir un peu les grandes tendances. Ça peut peut-être expliquer la perte relativement peu de... En dépit de l'intensité de pluie, etc., les dégâts humains ou les pertes matérielles ont été sous contrôle jusqu'à maintenant. D'accord. Bon, merci beaucoup. Nous espérons que la chaleur ne va pas durer trop longtemps parce que l'inondation aussi, l'eau va couler calmement. Bon, j'espère que la croissance peut continuer et la vie continue. Bon, merci pour tous les deux. Merci pour vos analyses très optimistes, plein d'espoir. Et surtout, en ce temps difficile, c'est très nécessaire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.